j'aurais pu la faire au moment où on va parler de l'information et de la désinformation, Mm. mais on va faire une mention particulière du grand vainqueur de la déformation de la semaine. C'est Madame Caroline Fourest qui nous a dit, avec un aplomb invraisemblable, qui nous a dit que tous ces chiffres que tu viens de citer étaient 10 fois plus importants que la réalité, que c'était les chiffres du Hamas et que c'était pas possible de les accepter car il n'y a pas de journalistes qui travaillent sur la bande de Gaza. Ce que je trouve assez ignoble. Il faut dire les choses comme elles sont. Le terme ignoble est là pour ça, parce qu'il y a eu 110 journalistes Mm. qui ont été tués, dont certains ont été assassinés, c'est-à-dire qu'ils ont été ciblés. Il y a ce fameux journaliste d'Al Jazeera dont toute la famille a été massacrée, lui il est survivant, et donc le chiffre de 110 a été celui de Reporters sans frontières, qui est une ONG c'est lié aux États-Unis, on le sait. Je trouve que cet aplomb, cette façon de présenter les choses, en sachant qu'Israël interdit aujourd'hui aux journalistes qui veulent passer par Rafah de rentrer dans la zone. Hein, c'est-à-dire qu'on empêche l'information, on tue les journalistes, parce que 110 journalistes, ça doit être 5 ou 6 fois plus que depuis 5 ans dans tous les pays du monde. Eh bien, Madame Fourest vous dit que ces chiffres-là qui sont ceux du Hamas, sont surestimés à 10 fois, hein, c'est-à-dire qu'elle nie le massacre, elle nie ce que tous les véritables observateurs reconnaissent en disant mais il n'y a pas de journalistes sans rappeler que ceux-ci ont été tués ou interdits par Israël. Tu m'excuseras Non, de cette non, tu as raison. incise, mais c'est totalement dégueulasse. Non, non, mais cette journaliste qui avant avait plutôt des positions laïcardes, on va dire, qui étaient assez intéressantes, je parle de ça d'ici il y a 15 ans, hein, maintenant elle rejoint totalement le camp du parti présidentiel en participant directement à la feuille de chou franc-tireur, hein, voilà. Donc, dont de mémoire, le rédacteur en chef est l'excellent, celui qui a toujours son écharpe rouge, j'ai oublié son nom là. Voilà. Christophe Barbier, Christophe Barbier, voilà. celui qui a dit que Gabriel Attal portait un prénom biblique et qu'il Oui, était voilà. là pour protéger Dieu. Voilà. Non, mais je veux dire, bon, Donc, mais bon, c'est la France, ça, mon pauvre c'est un Hervé, c'est la naufrage, France. oui, c'est un naufrage journalistique, Caroline Fourest, je trouve. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que tu as des remarques à faire? Non, 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 pas de Alors, remarque donc particulière. maintenant, on va arriver sur la partie ludique de l'exposé. C'est bon. Alors, il y a eu un grand moment d'émoi également sur LCI. Alors, LCI, cette semaine, ils ont eu trois grands moments d'émoi. Il y a eu le premier moment d'émoi, ça a été les avions de commandement et de veille aérienne russes qui ont été un pour un abattus et l'autre gravement endommagés. Ensuite, il y a eu cette vidéo qui est devenue virale du combat entre le T-90 et deux Bradley ukrainiens sur Advitka. On en est quand même à un niveau de commentaire des opérations qui est du niveau du combat entre trois chars, hein. On est vraiment dans la stratégie là. Et ensuite, sur le plan en mal de trouver des protestations, ils ont trouvé enfin une bataille de boules de neige dans une république, pardon, une région reculée de la Russie, en fait, qui s'avère être surtout due aux velléités nationalistes d'un courant qui s'est implanté dans la République, hein. Donc voilà, donc ça a été le sujet de commentaires pour voir si jamais l'opinion publique russe allait se retourner contre le gouvernement actuel, ce qui paraît de toute façon assez peu probable. Alors, le commentaire là du colonel Goyafi, euh, je continue à me poser la question de savoir s'il sait qu'il ment, qu'il raconte n'importe quoi, ou bien s'il croit ce qu'il raconte. Tout le monde sait que les Russes ont un nombre important de volontaires qu'ils ont formés. Il y a eu le rappel des réservistes, et puis ensuite, il y a eu le volontariat.
Et donc, monter en épingle comme ça une petite manifestation qui effectivement dégénère avec une bataille de boules de neige. Et ça, c'est sûr que classiquement, les Russes, traditionnellement, ils n'aiment pas. Bon, très bien, répression de police qui n'a pas été de la même violence que celle contre les Gilets jaunes. Et immédiatement, on vient dire, ben voilà, les gens se révoltent parce que contre la réalité de ce que je viens de dire concernant le rappel des réservistes et volontaires, parce que en fait, ils mobilisent les pauvres des régions périphériques, les abrutis, les moujiks, etc. Ça suinte le racisme également. Je demande comment on peut finalement assumer des positions aussi éloignées de la réalité et frapper au coin d'une propagande vulgaire. Moi, ça me surprend. Ça me surprend toujours. Hein, ben, la grande manifestation qu'il y a eu autour des bassines, là, vous vous rappelez, en France, hein, finalement, c'est parce que la France va s'effondrer la semaine prochaine. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est ce à quoi on est confronté depuis maintenant 2 ans. Et puis, il faut ramener ça aussi à la taille de la Russie, en fait, hein, avec ses 7 fuseaux horaires, les 150 millions d'habitants, toutes ces nationalités, toutes ces diversités, toutes ces régions. Bon, là, ça relève du gouverneur de région, hein. Donc, toujours dans les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui ont de l'information, notamment ce compte-là, Philippe Raphaël, qui a rappelé que c'était une histoire montée en épingle et qu'on était face à des volontés indépendantistes. Dans le groupuscule, en fait, hein, et c'était ça à l'origine. Ça n'avait rien à voir avec la mobilisation. Alors maintenant, également, sur le blog de Karine Béché-Golovko, qui est une juriste qui, de mémoire franco-russe, hein, ben, elle est française au départ, mais elle doit être mariée, elle est mariée avec un Russe et qui est, qui est professeur à l'université de Moscou. Donc je la suis de temps en temps hein, parce qu'elle a toujours des avis qui sont assez intéressants et puis elle connaît bien le système russe, elle le voit de l'intérieur. Et elle a fait un petit billet d'humeur sur la nomination de Gabriel Attal et de Stéphane Séjourné, qui est assez intéressant, on peut le lire, hein. Il y a un petit peu de gouaille derrière. Maintenant, pour en revenir également aux comptes qui peuvent être intéressants à suivre, donc c'est le compte de Pascal Clairotte hein, qui a une feuille d'information sur laquelle il faut s'abonner de manière payante, hein, mais qui est assez intéressant puisque c'est quelqu'un, même s'il est très militant et très engagé, qui véhicule beaucoup d'informations, mais également qui a énormément de gouaille et de verve dans son écriture. Donc, en tout cas, il a fait un post qui est assez marrant. J'ai lu l'article, hein, puisque moi, il m'a très gentiment, il m'a abonné gratuitement son blog, hein, enfin, sa chaîne d'information numérique, hein, l'éclaireur des Alpes. Et on récapitule depuis le Bédu. C'est très méchant. Ça me fait penser à cet amuseur qui est mort maintenant et qui était un bafouilleur de génie, vraiment. Mais alors son nom m'échappe, zut, ça m'énerve parce que ça vaut le coup d'aller regarder comment il lit une... Oui, cet humoriste des années 70. Oui, Absolument. oui, voilà, ça ne nous rajeunit pas, hein. Et non, ça ne nous rajeunit pas et faut l'entendre déclamer une fable de La Fontaine. Non, mais c'est à hurler de rire. Non, là, la nomination de ce ministre des Affaires étrangères, qui est, enfin, je veux dire, on a l'homosexualité, mais revendiquée. Bon, qu'il soit homosexuel, je m'en fous, mais d'une force. En revanche, c'est présenté comme quelque chose d'important. Et ce serait l'ex du Premier ministre. Il n'a aucune expérience, aucune compétence dans le domaine diplomatique et on envoie ce gars-là se frotter à Lavrov et à d'autres, bien évidemment. Mm. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et le type, il a des difficultés d'expression manifestement. Et naturellement, on présente sa dyslexie, si c'est le cas, je ne sais pas, comme effectivement, non pas une excuse, Mm. mais je veux dire la preuve que on donne sa chance à tout le monde. Non, Non, je non, mais suis désolé. c'est de la com, c'est une opération de com post visite catastrophique de Stéphane Séjourné à Kiev. La seule question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que Séjourné va être ajourné? Voilà. Ça, c'est méchant. Hein, il en profite pour faire des calembours, notre ami Hervé. Ah là là, mon Dieu, quelle déchéance. Quelle dégradation plutôt. Hein. Non, non, mais ça, c'est caractéristique, c'est du simulacre.
ça n'est pas un gouvernement, ça n'est pas un ministre des Affaires étrangères, ça n'est pas vrai. On a eu Villepin, on a eu Védrine. Alors, je ne parle même pas des antérieurs, de Claude Chesson, par exemple, hein, ou de Maurice Couve de Murville, mais ça, c'était du temps du père de Gaulle. Hein. Non, 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 c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Non. On ne peut pas être crédible à l'international. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'en Afrique, où on a eu quelques soucis, n'est-ce pas, mon cher Hervé, on a perdu 3 pays d'Afrique centrale, comme ça, en quelques mois, et la responsabilité d'Emmanuel Macron est très, très engagée, et il nous restait le Sénégal. Il faut voir la réaction des Sénégalais à la présentation de ces journées avec cette revendication de son orientation sexuelle. Ils n'ont pas vraiment aimé. C'est un pays musulman animiste. Hein. Quand Senghor était président de la République, il était catholique. Ils étaient très peu nombreux, hein, les cathos au Sénégal, même si c'est un pays qui fonctionne depuis assez longtemps de façon relativement démocratique. Enfin, voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui. Bon, on va récapituler depuis le Bédu hein, maintenant. Un autre conte qui est intéressant, c'est celui de David Tortrey euh, qui a édité un livre qui est très intéressant, c'est La Russie, le retour de la puissance, et j'aurai l'occasion d'en parler. Il intervient sur une chaîne, j'en parlerai à la fin de la vidéo, avec Jacques Beau et puis un autre spécialiste du monde slave. L'interview est très très intéressante, elle est longue, enfin c'est une table ronde en fait, qui est très intéressante et passionnante à écouter. Et puis bien sûr, il a noté le fait que au Bundestag, contrairement en France, il y a une opposition à la guerre en Ukraine et elle vote contre. C'est pour ça que le ministre de la Défense, quand il met à l'index LFI et le Rassemblement national, mais non, LFI et le Rassemblement national ne sont jamais opposés aux positions du gouvernement sur la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est uniquement une œuvre de base politique en prévision des élections européennes. Ça ne repose sur rien. Alors, première vidéo de l'excellente Caroline Galacteros. Donc, c'est sa première vidéo. Moi, je lui conseillerais quand même d'acheter un micro quand même pour que le son soit un peu plus haut. Un petit peu les problèmes qu'on a eu nous au départ, tu sais, Oui, avant oui. que l'on règle nos problèmes de micro. Parfois, c'était trop fort, parfois, c'était trop faible. Maintenant, j'ai trouvé la position idoine pour placer le micro. Mais voilà, donc toujours intéressant, hein, Caroline Galacteros, une personne qui a beaucoup souffert de son positionnement par rapport à la guerre actuelle, mais qui a le courage de continuer à porter un message qu'elle considère comme réaliste, hein, un peu, et puis à argumenter, quoi qu'on en dise. Donc, c'est une chaîne qui mérite d'être soutenue, et puis je vous conseille de voir sa vidéo. Bien sûr, l'excellent Emmanuel Todd. J'ai toujours aimé lire les livres. J'ai pas lu tous les livres d'Emmanuel Todd, mais j'en ai lu 2 ou 3 de mémoire. Il faudra que je lise le dernier. Et toujours, c'est toujours très très argumenté. Ses travaux sont vraiment des travaux universitaires, et c'est alors pour cela que ça dérange. Après, il fait bien sûr des hypothèses, hein, des scénarios, et notamment celui de 76 sur la disparition de l'Union soviétique s'est révélé exact. C'est pour ça que maintenant, dès qu'il annonce quelque chose, tous les pros qui vont à l'encontre, bien sûr, de sa théorie, lui tombent sur le dos en lui cherchant de nombreuses. En l'accusant de nombreux travers et celui surtout d'être en ce moment poutinolâtre. Ce dont je doute, puisque c'est plutôt quelqu'un qui est proche de l'Angleterre hein, par sa famille, qui est plutôt un admirateur même des États-Unis hein, sur le plan du fonctionnement de la démocratie américaine. Donc, sinon, il a une analyse universitaire et puis argumentée de chercheurs. Alors voilà, c'est la vidéo dont je vous parlais. Hein, c'est la chaîne d'Aude Lancelin, hein, etc., une journaliste qui prend des risques et qui a une excellente chaîne alternative et dans laquelle intervient Jacques Beau, Mirkovic, voilà, c'est Mirkovic, j'avais oublié son nom, Nicolas Mirkovic, et David Tortrey, hein, vraiment une vidéo qui est passionnante hein, et qui parle de la problématique de la guerre en Ukraine, de toutes les questions géopolitiques qu'elle pose, aussi bien en Europe, mais vis-à-vis de la stabilité internationale, hein, du rôle des différents acteurs dans ce conflit. Alors, je voudrais dire un petit mot sur Todd. Euh, L'intérêt, le livre, je suis en train de le lire, je connais un peu Todd, c'est Ouais. quelqu'un qui est très proche de mon fils, enfin c'est mon fils qui est très proche de Todd, plutôt c'est dans ce sens-là que ça marche,
Ce qui est intéressant dans ce que dit Todd, c'est qu'il fait un diagnostic qui est voisin de celui qu'on fait. Il le documente avec ses outils de recherche et surtout, il dit que la défaite de l'Occident sera moins la victoire de la Russie, ne sera même pas la victoire de la Russie, mais le suicide de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident se défait lui-même. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que quand c'est lui qui le dit, c'est exactement ce que tu relevais, quand c'est lui qui le dit, il a une certaine autorité, il a un fort capital universitaire, éditorial. Moi, je les ai à peu près tous lus, les bouquins. Et donc, il est difficile à réfuter. Et il a cette autorité-là pour donner ce diagnostic, avec, tu l'as dit, le préalable de la chute de l'Union soviétique, c'est en 1976 qu'il l'a annoncé. Et donc, le moyen que le mainstream a de le contrer, c'est de le traiter de poutinolâtre et de poutinophile. Libération et Le Monde se sont, je dirais, réparti le travail pour se déshonorer, parce que les deux Mm. articles que j'ai lus sont ridicules. Mais ridicule. On peut ne pas être d'accord, on peut le réfuter. Moi, je veux bien, allons-y. Hein. Mais se contenter parce qu'on n'arrive pas à le réfuter, parce qu'on n'arrive pas à nier la réalité qu'il décrit, on dit ah ben il relaie la propagande de Poutine. C'est ce à quoi on est Comme nous, confronté hein. depuis le début. Comme nous, hein, d'ailleurs. Nous aussi. Oui, oui, bien sûr. Non, mais Bah, d'ailleurs, c'est tout le problème de ce combat. Hein. au fait, tu as touché ton chèque, là? Mais non, mais moi je te l'ai déjà dit, Hervé, ça fait depuis le 1990 que je présente une facture au KGB et que le C'est KGB ne vrai. me paye pas. Alors J'avais oublié. on me dit, mais parce que j'étais agent du KGB auparavant, c'est ce qu'on me reprochait. J'avais même eu accès à une fiche des renseignements généraux qui était assez amusante. Hein, et puis bon, un jour je raconterai peut-être tout ça. Mais eh bien, j'étais agent non appointé puisque hein, je n'ai jamais perçu un centime, je n'ai jamais eu un rouble sur mon compte bancaire, ni dans ma poche. Je le déplore, mais c'est comme ça. Et ce que je voudrais dire à ce sujet, au sujet du travail de Todd, c'est que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est à partir de l'analyse du réel, ce combat qu'on mène, et Hervé, on a progressé par rapport au début. Hein, ils sont quand même un peu sur la défensive, c'est le moins qu'on puisse dire. Et LCI continue à se ridiculiser tous les jours, mais ils sont déconsidérés quand même assez largement. Bien, donc ça Mm. valait la peine de mener ce combat. Mais il est essentiel en ce que c'est pas que l'on souhaite la victoire de Poutine, que l'on souhaite la victoire de la Russie, présentée comme ça de façon sommaire, mais c'est parce qu'on pense que la stratégie de notre pays n'est pas la bonne. Et c'est la position de Caroline Galacteros. Elle dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. On fait les mauvais choix, on part dans la mauvaise direction. Et c'est vrai que ça, c'est une critique qu'on fait. Et les gouvernements peuvent avoir cette orientation parce que justement, ça repose sur une propagande et sur des mensonges qui sont déversés absolument tous les jours et auxquels on essaye de résister. Mon souci, c'est un souci concernant mon pays. Je déplore la situation dans laquelle il s'est mis face à ce conflit mondial. Très bien. Ben, écoute, on a tout dit, là. Oui, J'ai j'ai- jusqu'à la prochaine fois, parce qu'il y aura peut-être des j'ai choses plus à qu'à dire dire. Amen après ce que tu viens de dire. Ah, c'est gentil. À chaque fois, il nous fait le coup. Il est désagréable, ce Hervé Carès. Bon, écoutez, merci de votre attention. Hein, donc, à très bientôt. On continue ce travail, mais sur les bouquins dont on vient de parler, Tortry, dont Todd fait état d'ailleurs Hmm. dans toute la première partie de son bouquin, Beau. Todd, on y reviendra parce que ce sont des ouvrages, alors des ouvrages d'actualité, incontestablement, mais qui sont assez importants et sur lesquels repose notre analyse, finalement, et s'inscrit en résonance avec eux, donc il faudra qu'on en reparle. Voilà, bah écoutez, Bon, à très voilà. bientôt à tous. Au revoir.